Et je vais maintenant me tourner vers les fédérations qui ont accepté aujourd'hui de partager leurs constats. Alors, quels constats, quels impacts sur leur stratégie hospitalière de cette crise, et puis aussi comment donc les mesures qui ont été prises avec notamment le Ségur de la santé, 1,4 million d'euros sur 3 ans à répartir. Voilà comment ces mesures-là viennent concourir à leur nouvelle stratégie éventuelle. Donc, c'est ces points-là qu'on va traiter. On leur a donné un challenge. On va leur poser uniquement 2 questions et ils vont devoir répondre en des temps très courts chacun. Alors, je sais que ce sont des bons orateurs, mais on va voir s'ils arrivent à respecter ce défi. J'en doute pas, mais néanmoins, on va surveiller le timing. Alors, je vais me tourner vers Lamine Garbi, président de la FHP. Bonjour. Bonjour, voilà, je vous vois apparaître à l'écran. Monsieur Mokédé, Alexandre Mokédé, qui est responsable du pôle offre de soins à la FHF. Bonjour. Sophie Beaupère, qui est déléguée générale d'Unicancer. Bonjour. Bonjour. Et puis Elisabeth Hubert, qui est présidente de la FNIAD. Est-ce que vous êtes arrivée, Madame Hubert? Si oui, ouvrez votre micro. Alors, je ne sais pas si elle est arrivée. Elle est présente. On fait un petit test micro, Madame Hubert, si vous pouvez ouvrir votre micro. Coucou, Elisabeth. Alors, je ne vous vois pas apparaître. Il faudrait que vous arriviez à dire un petit mot pour que ça fonctionne. On la voit, non? Ouais, moi, je ne la vois pas parce que j'ai un... J'envoie un SMS. Ça y est? Ah, voilà, ça y est. Voilà, elle y est. Madame Hubert. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Ah, bonjour, Madame Hubert. Je suis ravie de vous entendre. Alors, on avait convenu de vous poser 2 questions. Je vous pose tout de suite la première pour ne pas perdre de temps. Quels enseignements tirez-vous de la pandémie? Alors, en matière de développement de la téléconsultation, plus largement, évidemment, de la santé numérique. Et puis, quels en sont les impacts sur votre stratégie? On va commencer tout de suite avec Lamine Garbi. Ok. Déjà, le retour d'expérience, effectivement, est très intéressant. On n'est plus trop dans ce retour d'expérience parce qu'on est dans l'actualité et l'actualité, c'est la reprise de la circulation du virus. Bon, vous avez tout entendu hier notre président dont les mesures sont là pour nous aider, je dirais, à cette circulation de virus et surtout à réduire les patients en réanimation. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, elle est double. Elle est de se préparer, comme nous le faisons depuis quelques semaines, à la naissance des patients. Les taux privés, c'est important de le dire parce qu'il y avait eu quand même une problématique au mois de mars-avril sur la non-utilisation des compétences du privé, avec souvent des questions, est-ce que vos médecins sont formés? Est-ce que vos médecins sont diplômés? Enfin voilà, des questions quand même assez désagréables posées par certains journalistes. Aujourd'hui, c'est derrière nous et nous prenons en charge 30% des réanimations aujourd'hui. Donc, nous avons une part pleine et entière. Alors, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le numérique, bien sûr que pendant la crise des 4-5 mois, on a constaté d'une part les efforts de la CNAM, de Nicolas Revel et des caisses primaires. Et merci à M. Gillet pour la précision, les chiffres et surtout, je dirais, la réussite, parce que c'est une réussite, c'est important de le dire. Beaucoup en doutaient. Voilà, les sceptiques, j'en ai un peu marre de les entendre. Ça ne marchera pas, c'est pas bien, etc. Non, ça a marché, c'est parfait. En cancérologie, mais je vais laisser Sophie parler de la cancérologie, ça nous a été très utile. En psychiatrie privée pendant le confinement, il ne faut pas oublier que l'hospitalisation de jour, qui est une part importante de la prise en charge des patients, a été transférée en téléconsultation, téléphonique, visio. Donc ça a été vraiment un plus. Et on a même, nous, accentué cette nouvelle norme de prise en charge pour les consultations de pré-anesthésie, parce que les patients doivent se rendre au cabinet de l'anesthésiste en consultation de pré-anesthésie, et on en a réalisé certaines, et ça a été apprécié. Certaines ont été faites à distance. Donc oui, on est favorable. Bien sûr qu'on aide, même si notre mode de fonctionnement avec des médecins libéraux laisse toute la latitude à ces spécialistes de s'organiser. Nous ne sommes que des facilitateurs et des organisateurs pour les aider.
notamment dans leur cabinet de consultation ou dans nos EHPAD, parce que beaucoup de mes adhérents ont aussi un secteur médico-social qui est important. Concernant les 2 milliards du numérique, je tiens à saluer bien sûr l'action de Dominique Pont, qui est un de mes adhérents vedettes sur Toulouse, et Laura Le Tourneau, avec ces 2 milliards. Alors ensuite, moi, je me méfie toujours des effets d'annonce. Le Ségur de la santé est passé par là, sur le volet RH, ressources humaines. On attend encore le décret d'application, on attend encore les circulaires, on attend encore le paiement des surcoûts Covid de la première vague, on attend encore l'article 8 qui doit prendre en charge, je dirais, les difficultés sur le terrain. Voilà, je me méfie, ayant une certaine expérience syndicale, je me méfie de ces annonces et nous serons vigilants. Mais aujourd'hui, on constate que le gouvernement, ou du moins le ministère de la Santé, est pleinement focalisé sur ce qui va nous arriver. Les courbes sont inquiétantes et j'espère que nos concitoyens, et ce qui a été dit hier me va bien, parce que je ne veux pas stigmatiser nos concitoyens. Je veux au contraire les responsabiliser, les éduquer et surtout pas les stigmatiser, et surtout pas stigmatiser les jeunes qui sont quand même aussi impactés. On a tous des enfants, pour certains étudiants, et on a un peu l'impression que c'est vrai qu'on leur vole leur année en termes de vie. Mais il faut vivre avec le virus et on va s'adapter. En tout cas, votre journée tombe vraiment entre deux cycles, hein, le retour d'expérience qui est important et surtout l'actualité des prochaines semaines. Les 2-3 prochaines semaines seront vraiment… on a des courbes, nous, qui sont alarmantes, voire quelquefois effrayantes sur certains territoires. On espère vraiment faire déjouer les statisticiens pour qu'on puisse, je dirais, passer les prochaines semaines à peu près normalement. Voilà, normalement. Mais c'est vrai qu'on est mobilisé sur la période actuelle et sur les 6 prochains mois avec, il faut le dire, parce que le gouvernement a des critiques, hein, bien évidemment, sur les tests, etc. Mais c'est facile de critiquer quand on est de l'autre côté ou de l'écran ou chez soi en télétravail. Je voudrais quand même rendre hommage et grâce au gouvernement qui a soutenu et soutient l'hospitalisation dans toutes ses branches et soutient vraiment via des efforts structurants, structurés, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. La téléconsultation en fait partie, la CNAM est vraiment moteur dans ce système. Et voilà, donc moi je voulais remercier aujourd'hui et surtout vous remercier pour ces échanges qui sont toujours importants de se voir, même si vous avez raison, c'est bien de ne pas couper ses caméras parce qu'on a toujours tendance à couper la caméra et puis faire autre chose. Là, au moins, on peut se voir et c'est bien. Voilà, et c'est bien. Et puis, on peut voir aussi que certains ont des décors. J'ai vu une vue parisienne magnifique. C'est tout l'intérêt de la visioconférence qu'on va Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'on va en bouffer un petit peu pendant quelques mois. Merci beaucoup, Monsieur Garbi. On va maintenant donner la parole à Alexandre Moquedé pour la FHF. Et je rappelle juste la question, puisqu'on avait prévu de temps. Je crois que vous avez déjà répondu aux 2 questions. Il y a Madame Hubert qui a très peu de temps. Ah d'accord. Eh bien, excusez-moi, je viens d'apprendre que Madame Hubert a très peu de temps. Donc, on va donner la parole à Elisabeth Hubert, qui est présidente de la FNEAD. Alors, du coup, c'est pareil. Si vous voulez regrouper les 2 questions, ça sera plus facile. Donc, à la fois vos enseignements et puis les impacts sur votre stratégie et dans quelle mesure est-ce que les mesures actuelles y répondent. Bonjour, merci de donner cette possibilité d'intervention. Je vais essayer de répondre au cahier des charges, donc d'être concise et précise. L'hospitalisation à domicile a une particularité, c'est qu'effectivement, elle est hybride en étant tout à la fois du monde hospitalier, mais du monde ambulatoire. Et vous imaginez bien que tout ce qui est e-santé au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de l'échange d'informations à la téléconsultation, est pour nous majeur, tout simplement parce que nous avons pour souci de répondre aux demandes de patients qui n'ont pas tous la chance d'être dans un endroit pleinement achalandé en offre de soins. Et à partir du moment où nous intervenons dans des endroits difficiles, qu'ils soient d'ailleurs urbains ou ruraux,
et notamment frappé de plein fouet par la désertification en professionnels de santé et essentiellement médicale, la capacité que nous avons à échanger les informations en temps réel, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait un délai de plusieurs jours, reproche qui est si communément fait dans les échanges entre professionnels de santé, pour nous absolument indispensable, tout comme la capacité à distance de porter un diagnostic. Comme il faut être très précis, je le suis, en hospitalisation à domicile, nous avons vu se développer des outils qui existent, mais qui ont été beaucoup plus communément utilisés, de messagerie sécurisée adaptée au monde de la santé, et qui ont permis à des professionnels qui avaient peu de temps, qui n'avaient pas la possibilité de se rencontrer, d'obtenir ces informations et d'être, notamment pour des professionnels du corps médical, tenus au courant de l'évolution de l'état de santé de leurs patients, que dans un certain nombre de cas, ils avaient sorti plus précocement qu'ils ne l'auraient souhaité, ou qui éventuellement n'étaient pas entrés en hospitalisation à domicile. Et je pense à tout le champ, et Sophie Popper d'Unicancer est là pour en témoigner, tout champ de la chimiothérapie injectable, dont certains HAD les ont pris en charge pour se substituer temporairement à ce qui pouvait être fait dans un établissement avec hébergement. Mais nous avons aussi, à l'inverse de ce que j'ai entendu tout à l'heure évoqué par le directeur de la Caisse d'assurance maladie, mais non pas pour contredire ce qu'il a été évoqué, nous, la téléconsultation, elle se fait dans un bon nombre de cas avec un professionnel de santé à côté. C'est-à-dire que la gravité et la complexité des soins des patients, le fait qu'effectivement nous ayons des patients qui sont démunis, que cela soit de par leur âge, leur état de santé, et j'en passe et des meilleurs, impose à ce qu'il y ait un professionnel de santé. Et nous avons pu ainsi à la fois avoir ces informations et ces consultations avec un médecin, ce qui était pour nous absolument capital. Et puis aussi, il a été évoqué les EHPAD, ne nous y trompons pas, nous étions aussi dans les zones d'infestation importantes, obligés de réduire les interventions au maximum pour éviter les risques de contamination. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que, et je prends un exemple là aussi très concret, pour une plaie, qui était une plaie bien évidemment rentrant pleinement dans le champ de l'hospitalisation à domicile, une aide-soignante présente auprès du patient, qui ont été très aux avant-postes durant cette période, puisse effectivement montrer le pansement, montrer la plaie, même si ça n'amenait bien évidemment pas à ce que ce soit elle qui fasse le pansement après, mais ça pouvait permettre d'organiser un peu différemment les interventions de nos aides-soignantes, des infirmières qui viennent faire les soins et des infirmières coordinatrices qui ont besoin de donner du lien entre tous ces professionnels. Donc pour nous, ça a été un élément absolument majeur. On est comme tout le monde, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, le soufflet retombe un peu, mais vous voyez, les journées nationales de la fédération qui étaient le 2 et le 3 décembre et qui portaient sur l'e-santé au regard de ce qui se dit, j'ai pris la décision de suspendre a priori l'organisation de nos journées, et elle portait sur l'e-santé. Par contre, nous allons néanmoins sortir le document sur lequel nous avons beaucoup travaillé depuis 2 ans, qui est un document sur l'e-santé, dont nous avons un peu retardé la parution pour précisément y intégrer un certain nombre d'expériences que nous avons pu conduire durant cette phase du Covid. Donc, ce que vous développez, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous ne sacralisons pas, mais je crois très, très, très fortement à l'apport que peut constituer l'e-santé dans des usages. Et c'est vrai que les mesures qui ont pu être prises sont pour nous importantes, mais je rejoins pleinement ce qui a été dit. Il faut à la fois pour certaines pérenniser des dispositions, car elles seront un instrument de fluidité entre les professionnels, et c'est bien. Il faut par contre ne jamais, et les intervenants précédents l'ont dit de façon tout à fait juste, ne jamais négliger l'importance pour le patient d'une relation directe. Alors là, vous permettrez que l'ancien médecin généraliste que j'ai été, et qui plus est généraliste de la vieille génération, puisse se dire que effectivement, on ne peut pas à 100% du temps des consultations remplacer la distance par le présentiel. Mais je crois, et cela a été très bien dit précédemment, notamment par le directeur de la CPAM, alterner. Je crois qu'effectivement, on peut le faire.
Il faut amener le corps médical, il est trop rare, sa fonction est aujourd'hui trop recherchée pour qu'on puisse permettre qu'elle soit calvaudée. Il faut là aussi, de ce qui est sa valeur ajoutée, la centrer sur son véritable apport, c'est-à-dire l'importance du diagnostic et de la thérapeutique. Et quand cela peut être fait, pour une part, en toute sécurité, avec une qualité pleine et entière, de pouvoir le faire à distance. Donc, vous avez, à travers la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile, des établissements non seulement pleinement engagés, mais dont j'ai tendance à dire, parce que nous sommes un tout petit univers, très concentré, très fédéré, très solidaire, nous sommes un terrain d'exception pour développer des expériences. Et j'en prendrai une, puisque effectivement une étude est en train de se faire avec l'assurance maladie, qui a lancé tout un travail sur l'e-prescription. Nous sommes des établissements de santé donc soumis à un circuit du médicament qui est drastique, parfois pesant, mais bon, la pesanteur est aussi parfois le garant de la sécurité, donc bon an, mal an, nous faisons avec. Mais justement, il y a tout un travail qui est en train d'être conduit sur le développement de l'e-prescription, et je profite du fait qu'il y ait une centaine de présents et des intervenants de tout horizon pour dire nous sommes prenants, tout ce qu'il peut y avoir comme expérimentation, comme développement de nouvelles pratiques, nous sommes prêts à y être associés à notre place. On ne veut pas bouffer tout le monde, ce n'est pas du tout le sujet, mais à notre place, avec les autres, peut-être avant les autres, pour expérimenter. Nous sommes un établissement de santé, y compris pour nous, les conditions de responsabilité sont un tout petit peu différentes que celles d'un professionnel libéral qui va se poser des questions sur l'engagement de sa responsabilité. Le fait que nous soyons un établissement de santé fait que nous assurons les professionnels qui sont avec nous et que nous en supportons le poids, y compris parfois en cas d'engagement de notre responsabilité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, un credo à l'appropriation, au déploiement et à une mise à disposition de tous les établissements d'hospitalisation à domicile pour avancer plus loin et plus vite. Merci vraiment de ces messages. Je pense que vous aurez retenu l'attention de beaucoup de personnes dans la salle, y compris des membres du collectif Téléconsultation et de nos autres collectifs, puisque j'ai relevé tout à l'heure le rôle important de l'infirmière. Les problématiques liées à la HAD reviennent constamment dans les questions de parcours de soins et dans les questions de prise en charge et de numérique en santé plus largement. Donc vraiment, je pense que votre appel sera entendu et qu'en tout cas, nous, au niveau des collectifs, on ne manquera pas de revenir vers vous pour vous y associer plus largement. Avec grand plaisir à votre disposition. Très bien. Merci beaucoup, Madame Hubert. Et je crois que vous avez une contrainte, alors je vais vous laisser partir à regret. Donc, cette conférence sera en podcast à l'issue de l'événement, mais voilà, j'espère que vous pouvez rester et participer activement dans les débats pour les autres. Donc, on va revenir à la FHF avec la question adressée à Alexandre Moquedé, qui est la même. Monsieur Moquedé, en tant que responsable du pôle offre de soins de la FHF, est-ce que vous voulez vous-même donner le positionnement de votre fédération? Oui, effectivement, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, on tire globalement les mêmes leçons que mes confrères des autres fédérations sur la gestion de la crise. Ce qui nous paraît important, c'est le fait que la crise a consacré, encore une fois, la notion de territorialisation, de gradation des soins et de coopération entre les professionnels. C'est ce qui nous paraît le plus frappant, c'est qu'on a réussi à s'en sortir globalement. Bien sûr, ça a été une période extrêmement difficile qui a épuisé les troupes, mais globalement, on a réussi à s'en sortir. Les pertes de chance ont réussi à être minimisées grâce au dévouement des professionnels et à la coopération entre tous les acteurs, qu'ils soient publics et privés, qu'ils soient en ville et à l'hôpital, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Et c'est vraiment grâce à cette coopération que les choses ont pu être gérées. Et cette coopération, elle a eu besoin d'outils. Et un des outils majeurs, ça a été justement le développement, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort partout, le développement des outils numériques. Nous avons mené à la Fédération hospitalière de France 2 enquêtes flash dans le cadre des dispositifs innovants Covid. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Hubert, nous avons mené une enquête flash auprès de nos établissements d'HAD parce que nous voulions faire un focus sur les innovations en HAD, et 85% des établissements qui ont répondu, donc sur une centaine d'établissements, nous ont dit qu'ils avaient
que la crise et le confinement avaient été une occasion importante pour développer la téléconsultation et la télésurveillance. Ce sont les deux dispositifs qui ont été cités par ces établissements-là. Donc, encore une fois, 85% des établissements publics d'HAD qui se sont dotés de nouveaux outils, qui ont fait l'achat de nouveaux logiciels. Et c'est aussi un facteur qui nous a permis de surmonter la crise. Je voudrais souligner la réactivité et l'adaptation de nos dispositifs. La deuxième enquête que nous avons menée était cette fois auprès de tous les établissements, qu'ils soient sanitaires et médico-sociaux, mais c'est une enquête qu'on n'a menée que sur 15 jours, donc on n'a pas eu énormément de réponses, on en a eu 200. Mais sur 200 réponses, on a 150 établissements qui ont quand même cité la téléconsultation, la télé-expertise et la télésurveillance comme étant les innovations majeures et donc les solutions qu'ils ont le plus déployées pour la mise en œuvre le traitement et la prise en charge des patients pendant cette période. Notamment pour la téléconsultation et la télésurveillance, c'est extrêmement important pour les patients chroniques, les patients souffrant de maladies chroniques qui ont pu continuer à être suivis de chez eux sans prendre le risque de venir dans des endroits qui auraient pu être contaminés, surtout en début de l'épidémie où on ne connaissait pas exactement la dynamique de contamination et où le but, ça a été vraiment de préserver le plus possible la santé des patients fragiles en les laissant le plus possible chez eux. C'est également quelque chose qu'on a vu en psychiatrie et je vous rapporte là les propos qui ont été publiés dans le cadre du retour d'expérience psychiatrie publié il y a 2 ou 3 jours par la délégation ministérielle à la psychiatrie, qui montre également un fort développement en psychiatrie de la téléconsultation et surtout de la téléconsultation, mais également d'ateliers thérapeutiques, par exemple, qui ont pu être faits en téléconférence, dans le cadre de téléconférences. Et là, je voudrais également rebondir encore une fois sur les propos du docteur Hubert, en disant que certes, la télémédecine est un outil extrêmement important qui a permis donc de se substituer vraiment à des consultations physiques dans un cadre de crise, mais ce n'est pas le but. La télémédecine n'a pas pour vocation à se substituer au rapport singulier, encore une fois, entre un praticien et son patient, qui doit rester physique. La télémédecine, les outils de télémédecine doivent être des outils complémentaires. Ils ne sont pas là pour suppléer à une carence médicale. Ils ne sont pas là non plus pour régler les problèmes de déserts médicaux. C'est quelque chose d'extrêmement important. La solution technologique n'est pas là pour parer à des difficultés de recrutement RH, des difficultés de désertification médicale. Par contre, c'est un outil extrêmement puissant qui permet d'améliorer le suivi des patients, d'apporter plus de confort aux patients, d'apporter également plus de confort aux équipes, comme l'a dit Mme Hubert, par exemple, sur l'HAD. C'est quelque chose qu'on a vu également de manière très forte, cette possibilité d'avoir beaucoup plus accès à un médecin grâce à la téléconsultation, et c'est quelque chose auquel nous sommes attachés. Pour répondre à la deuxième question, et je vais être extrêmement rapide sur comment est-ce que ça a impacté notre stratégie. Notre stratégie, on peut vous la résumer, elle est dans un document que nous avons publié mi-septembre, qui est la feuille de route des systèmes d'info populationnels. Que nous avons rédigé également avec le CATEL, justement, et qui demande une territorialisation non seulement des parcours de soins, mais également, justement pour l'appui à ces parcours de soins, une territorialisation des systèmes d'info. Cette territorialisation des systèmes d'info, elle demande à ce que des outils de coordination soient développés au-delà de l'interopérabilité, mais vraiment des objets, des messageries sécurisées, partagées, des éléments comme ça, entre professionnels d'un même territoire, pour améliorer la prise en charge des patients et la coordination au niveau territorial, parce que c'est ça qui a marché pendant la crise. Donc, la crise ainsi que le Ségur, pour lequel nous avons également fait une contribution que nous avons publiée et qui traite aussi de cette territorialisation des systèmes d'information, ne nous a pas transformé dans le cadre de notre stratégie, mais nous a conforté, au contraire, dans les orientations que nous avions prises autour, comme je vous le disais, de la coordination, de la territorialisation et de la gradation. Je vous remercie. Merci vraiment de cette prise de parole sur des constats qui font vraiment écho là, aux discussions que nous on a pu avoir aussi en collectif. Donc on voit qu'il y a bien une synergie là, entre les stratégies hospitalières et les échos qu'on entend aussi des professionnels. Ces nécessités de coordination, cet attachement à la territorialisation
des soins, hein, on a sonde forte, et puis vous avez listé des atouts de ces pratiques. Et donc, je pense que c'est un message à marteler aussi, notamment on parlait tout à l'heure des peu convaincus. Donc voilà, comment faire pour que ces pratiques qui sont circonstancielles rentrent dans les routines. Il y a vraiment un travail à faire sur ce plan-là. Voilà, j'ai bien aimé votre prise de parole à ce moment-là, en particulier sur la question l'amélioration du suivi, du confort pour tout le monde lorsque cela fonctionne bien. Et c'est un travail à poursuivre, la sensibilisation sur ces atouts, et ce que aussi la télémédecine ne fait pas, ne fera pas, en tout cas ce pourquoi elle n'est pas faite. Voilà, merci vraiment de cette prise de parole. Voilà, il nous reste à entendre Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Oui, merci en tout cas pour organiser ce temps d'échange sur un sujet qui est très important pour nous en termes d'organisation et de structuration des soins. Parce que comme ça a été dit par mes collègues représentants des autres fédérations, en cancérologie, la priorité notamment dans le cadre de l'épidémie, c'est de pouvoir assurer la continuité de la prise en charge des patients en toute sécurité et d'éviter au maximum les retards de diagnostic et de prise en charge. C'est très complexe à réaliser, ça a nécessité d'ailleurs des changements d'organisation majeurs, et la téléconsultation, la téléexpertise ont contribué fortement à permettre cette continuité des soins au maximum. Pour vous donner une illustration très simple, auparavant, il n'y avait que quelques dizaines de téléconsultations réalisées pour l'ensemble des 18 CLCC, compte tenu de la complexité du cadre et aussi d'une nécessaire conduite du changement. Et on est passé en 3 mois, au pic de la première vague, à 40 000 téléconsultations pour l'ensemble des 18 CLCC. Donc, ce développement de la téléconsultation continue, et heureusement, puisque la situation épidémique est celle que vous connaissez, et permet en premier lieu, comme ça a déjà été évoqué, d'assurer le suivi des patients déjà traités dans les centres. Et donc ça, c'est évidemment majeur. Ça permet le suivi, mais en fait, pas seulement. Ça permet aussi, sans aucun doute, de renforcer la coordination entre professionnels, notamment médicaux et paramédicaux, et donc la coordination du parcours du patient tout au long de sa prise en charge. Ça a été souligné par Elisabeth Hubert. L'hospitalisation à domicile, la prise en charge à domicile ont été majeures, notamment en cancérologie, pour assurer la continuité de la prise en charge des patients. Et les outils de téléconsultation, téléexpertise au sens large ont permis de favoriser cette continuité entre, je dirais, ville et hôpital. Ça permet aussi à des expérimentations qui permettent aussi d'assurer, et c'est évidemment un des aussi enjeux actuels pour éviter les retards de diagnostic, aussi le dépistage et la prévention. Je prendrai un exemple, il y a plusieurs expérimentations qui portent sur des consultations d'oncogénétique, par exemple, si vous voulez, en téléexpertise. Et ça, évidemment, c'est très intéressant car ça permet d'offrir une offre d'expertise sur l'ensemble du territoire, et donc c'est facteur de réduction des inégalités territoriales sur un enjeu ô combien important. Je vous rappelle que la prévention, c'est une des grandes thématiques qui va être retenue dans la future stratégie décennale de cancérologie. Ce que je trouve intéressant, et le bilan qu'on en tire quand on interroge les professionnels des centres de lutte contre le cancer, c'est qu'évidemment, ça a été la crise épidémique a été un accélérateur important de changement organisationnel qui commençait à débuter depuis ces dernières années. Et au final, les médecins qui ont fait chez nous les téléconsultations l'activité de cancérologie étant en croissance, il y a déjà une saturation en fait du nombre de consultations par praticien chaque jour. Et en fait, le fait d'avoir fait en téléconsultation une consultation de suivi a nécessité une préparation très importante en amont de la consultation, et a permis aux praticiens, quand ils faisaient la téléconsulte, d'avoir l'ensemble des informations pour faire sa consulte. Et au final, il y a une satisfaction importante. Ça, je pense que c'est important de le dire, des praticiens qui ont pu réaliser cette téléconsultation. Mais on voit bien sûr que ça induit des changements d'organisation
entre les différents professionnels qui travaillent sur une consultation. Donc, il est clair qu'une téléconsultation médicale, comme Elisabeth Hubert l'a souligné, notamment en cancérologie, qui nécessite une expertise extrêmement importante, ce n'est pas la consultation seulement du médecin, mais de toute une équipe qui va préparer en amont la téléconsultation. Donc, d'un point de vue stratégique, ça n'a fait que renforcer effectivement notre perspective qu'il fallait encore plus développer la téléconsulte, la téléexpertise, ce qui nécessite des investissements techniques également. Et ça, comme ça a été souligné, eh bien, je pense que le Ségur de la santé, et notamment ce qui est prévu en termes d'investissement sur le numérique, est majeur, car ça va permettre aux établissements de pouvoir, je dirais, se mettre à niveau d'un point de vue technique. Il faut bien sûr aussi avoir une vision territoriale, un pilotage territorial, car comme je l'ai souligné, la téléconsultation, la téléexpertise contribue au maillage territorial et à pouvoir démultiplier, je dirais, l'expertise que l'on peut offrir à l'ensemble des patients sur le territoire. Et plus largement, effectivement, nous pouvons souligner que téléexpertise, téléconsultation, partage des données, puisque c'est aussi un de nos axes stratégiques majeurs en cancérologie, sont liés. Et donc, le soutien, comme on l'avait d'ailleurs fait figurer dans nos propositions pour le Ségur, au projet de big data, d'intelligence artificielle, de partage des données dans des conditions bien sûr sécurisées pour les patients et pour les centres qui partagent leurs données, est pour nous fondamentale. Et nous, effectivement, sommes très heureux que ce plan d'investissement puisse sans aucun doute permettre de développer ces projets. Je donnerai un exemple, l'intelligence artificielle, ça va permettre la numérisation, par exemple, des lames en anatomopathologie, et ça va permettre de faciliter la téléexpertise, et voilà pourquoi les deux sujets sont étroitement liés. Je vous remercie. Merci. Et on voit que à la fois dans l'intervention de M. Mokédé et dans la vôtre, on entend cet élargissement. M. Mokédé a parlé du lien avec la télésurveillance. Vous évoquez le lien avec la téléexpertise. Et c'est un sujet aussi que l'on va traiter, c'est que la téléconsultation en soi, c'est bien. Quand il y a de la coordination, quand il y a de l'accompagnement, de la préparation, il y a plus de satisfaction. Et quand on peut le mettre en synergie avec d'autres pratiques de téléexpertise, de téléassistance, notamment, mais aussi allant jusqu'à voilà, les analyses donc les apports de l'intelligence artificielle. Là, on change d'échelle et je pense que c'est la dynamique dans laquelle on a tous envie d'aller.